Je voudrais vous parler d'Allogarant, mon sponsor qui, sans eux, je n'aurais pas été dans ce super studio de podcast à vous partager des portraits d'entrepreneurs marocains. Allogarant, c'est le service que j'aurais adoré avoir en arrivant en France pour faire mes études, pour trouver un logement sans garant. Aujourd'hui, vous allez faire vos études, allez sur leur plateforme, inscrivez-vous sur le site, mettez vos critères de recherche, vous recevez des offres, votre dossier est prioritaire et ensuite c'est super simple, vous pouvez signer votre contrat de bail et accéder à un logement et faire des super études, Inch'Allah. Salut Youssef. Bonjour. Comment ça va? Super, très bien, merci. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui parce que je pense que je suis en train de parler au prochain fondateur d'une licorne africaine. Écoute, c'est tout le mal qu'on se souhaite, Inch'Allah. Quand bien même maintenant, le fait de parler de licorne, le terme licorne, c'est que fait, on les voit très très peu. Maintenant, on commence à avoir beaucoup de startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard. C'est un axe de valorisation, c'est un axe, on va dire, c'est un KPI de succès, mais pas que. C'est très bien d'être valorisé autant, mais l'idée pour nous, c'est aussi d'avoir un certain impact, de pouvoir être utile et avoir un certain purpose en Afrique. Donc, unicorne, oui. Mais Inch'Allah, on pourra effectivement trouver d'autres... Je disais ça pour un peu commencer le podcast de manière un peu sympa, mais on le rappelle, donc tu es Youssef Mahmoud, tu es le fondateur de Yola Fresh. Cofondateur, oui. Cofondateur avec l'Arbi. Exact. Et vous montez une plateforme qui permet d'optimiser la logistique entre les farmers et les retailers dans tout ce qui est produits frais. Yes. Mais tu en parleras un peu mieux que moi et je suis super content qu'on parle de ça parce que aussi tu as levé un bon montant il y a quelques mois avec El Meda pour justement construire Yola Fresh. Ouais. Est-ce que tu peux déjà un peu te présenter? Je sais que tu es fils d'agriculteur aussi. Toute ma famille, effectivement, toute ma famille paternelle baigne dans l'agriculture et principalement des fruits. Donc, depuis tout jeune, je sais ce que ça veut dire. Grow fruits. Il n'y a que mon père qui n'est pas agriculteur. Mais il a choisi un métier qui est pas très loin. Il est avocat. Je pense qu'il a fait exprès de choisir un métier qui a aussi une connotation. Mais donc ça voulait dire quoi dans ton enfance? Mais ça veut dire que pour moi, dès l'âge de 10 ans, j'oublierai jamais, dès l'âge de 10 ans, samedi 10h, bon, je n'ai pas fait exprès le 10 ans 10h, mais samedi 10h, je sortais des cours et j'allais au marché de gros, Casablanca. À ce moment-là, je pense 400 dirhams en poche pour faire le marché pour la famille, pour la semaine. Donc, j'allais acheter des légumes dans la section légumes qui est un petit peu le Far West. Et puis après, je passais chez mes oncles qui Vous êtes à Casa? À Casa, marché de gros, Djelsi Desman. Et après, je passais chez mes oncles qui ont des magasins de fruits, parce que là-bas, c'est des magasins de gros. Et je prenais effectivement des caisses de fruits. Donc, je pense que avant de quitter le domicile familial, je pense que j'avais jamais acheté de fruits de ma vie. On n'achetait que des légumes. Pour nous, les fruits, ça se livrait en caisse à la maison. Et à chaque fois que j'avais des potes à la maison, en fait, ils rentraient, vous voyez, des caisses de que ça soit d'avocats, de pommes ou d'oranges, ils étaient toujours étonnés. Pour moi, c'était ça. Moi, c'était, alhamdoulilah, toujours cette abondance de fruits. Et les légumes, c'était moi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce qui m'a permis de rapidement prendre la décision de lancer ça avec l'Arbi. Parce que je connaissais non seulement la problématique, mais je connaissais aussi comment ça se passait dans le marché de gros, parce que j'y allais très très souvent. Parce qu'avant ça, toi, tu avais une carrière plutôt... tu étais chez Samsung, tu étais chez Huawei. Écoute, moi j'ai étudié au Maroc, donc bac sciences maths marocain. Je suis parti faire ma prépa en France. J'étais al Manal, exactement. Faut le rappeler. Et puis après, prépa en France, école d'ingé. Après, je suis parti en Suède. Je devais partir aux États-Unis. Mais en 2002, quand il y avait la guerre en Irak, la France était contre la guerre en Irak. Et donc, ils ont boycotté tout le monde, même les étudiants. Et donc, à ce moment-là, je voulais essayer autre chose. Il y avait Londres, il y avait Stockholm, il y avait la Nouvelle-Zélande. Là, je me suis dit, tiens, toujours été attiré par les nouvelles technologies. Et Stockholm, c'est un petit peu un point de convergence. À ce moment-là, avec Ericsson. C'est là-bas où tu t'es un peu éduqué à la tech. Nokia en face, les Finlandais. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Donc, je suis parti là-bas. J'ai passé 5 ans en Suède.
Je parle suédois. Mais non. Si, c'est c'est juste utilisé par 10 millions de personnes. Mais j'ai beaucoup aimé et c'était ma façon on va dire, de m'intégrer avec eux. Et à partir de Stockholm, on a lancé une petite boîte de consulting dans les télécoms où je commençais à faire beaucoup d'Afrique. Je faisais beaucoup le Soudan, Khartoum. J'ai passé 1 an et demi à Khartoum. Énorme. Je faisais 3 semaines à Stockholm, 1 semaine à Khartoum, puis après c'est devenu 3 semaines à Khartoum. Des opposés. Et il y a un jour où j'ai décollé à -20, je suis arrivé, il faisait 37. Wow. Et moi, c'est déjà pour faire sa valise, c'est vraiment space. Et puis après, un des opérateurs de Soudan Telecom, pour pas le nommer, en fait, a décidé de me racheter en tant que consultant interne. Ils étaient assis sur $1,5 milliard. Ils avaient vendu des opérations. Ils voulaient lancer un opérateur télécom. Donc, je les ai aidés à se déployer. Je me suis après retrouvé en tant que CMO en Mauritanie, à Nouakchott, où je gérais un opérateur télécom. Et après 2000... donc tu as passé du temps en Afrique. Oui, absolument. Après 2000, j'ai vécu aussi un petit peu au Tchad. Bon, Tunisie, Égypte, à la limite, on connaît. Mais c'est des pays quand même qui m'ont énormément forgé... qui ont un petit peu forgé ma personnalité parce qu'il fallait réussir. Alors, je connaissais pas la Bak Sahbi, il fallait vraiment... Tu te démerdes. Tu te démerdes complètement. Et si t'es pas bon, t'es pas bon. Fallait effectivement t'adapter culturellement. Commencer à essayer de parler un petit peu leur dialecte pour que ça passe. Parce qu'il y a toujours ça passe pas. Et donc, alhamdoulilah, très belle expérience. Et je décide de rentrer au Maroc en 2008. Donc là, je rentre chez Huawei. Je passe 6 mois. À l'époque, pas très connu. Hein. À l'époque, ouais. C'était nos fournisseurs. Okay. Nous, dans les télécoms, c'était nos fournisseurs. Donc, quand ils ont vu que j'ai décidé de rentrer, que j'étais dispo, ils m'ont donné un rôle régional. J'ai passé 6 mois avec eux. Pas trop aimé la culture. Pareil, Samsung, je les connaissais parce qu'ils étaient aussi nos fournisseurs. Et je les ai rejoints. Et je pense, quand je les ai rejoints en 2009, on était quoi? On était 13-14 personnes. En quittant en 2016, ça fait 7 ans, 2016, on était 500 et quelques personnes. Wow. Et on avait créé Samsung Electronics Maghreb Arabe, $1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est devenu réellement un mastodonte. Mais je pense que vers 2014, quand j'ai pris la direction marketing régional, c'est là où j'ai commencé à réaliser que what's the purpose? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que si tout le monde a le dernier téléphone en poche ou la dernière télé... C'est là que tu as commencé à avoir cette notion d'impact, de sens dans ce que tu fais. Exactement. Donc là, il y avait effectivement un point qui m'a toujours titillé, c'est comment est-ce que la distribution se faisait? On vendait pour quelque chose comme... 1 million, comme 120, 130 millions de dollars par mois, au fait de tout. Mais forcément, ça passait par des distributeurs et donc ça avait plusieurs étapes. Et donc c'était toujours pour moi une petite black box. Et là, il y a Monsef Khayat que je salue. On a eu une superbe discussion, rencontre. Et là, je rejoins le groupe Dislog. Et pour aider à renforcer encore plus la machine food. Parce que historiquement, eux, c'est P&G. Ouais. Donc du P&G, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est Procter & Gamble. Et du food. Et donc là, j'ai passé 18 mois juste incroyable parce que c'était une école qui m'a fast-tracké de comprendre comment se passe le traditionnel, le Darb Omar, les grossistes et tout. Raconte-nous une anecdote sur ça. Non, mais l'anecdote, c'est effectivement de pouvoir descendre et de pouvoir convaincre de vendre du café, du Pringles, du Mars, des pâtes d'Ari aussi. Je pense qu'on peut citer des marques ici. Bien sûr. On n'est sponsorisé par aucune. Mais... et donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir craquer un modèle où les marges entre le gros et le détail étaient vraiment très, très limites. Et donc, c'était un nouveau monde pour moi. Et j'ai énormément appris. Et puis après, il y a Karim, la startup Karim, qui est venu me headhunter. Il cherchait un GM North Africa. Quelqu'un qui allait gérer KRM dans la partie Nord-Afrique. Nord-Afrique, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Okay. On avait aussi des visions un peu plus Afrique, d'aller ouvrir en Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et là, pour moi, c'était un gros déclic. La tech, donc je reviens effectivement dans un petit peu mon amour. C'était post le moment où Uber était sorti du Maroc? Non, je les ai rejoints en décembre 2016. Uber est sorti en février 2017. Bon, je n'oublierai jamais. C'était la FIA. En fait, il y avait des dates. Et donc, je les ai rejoints. Et je te dis pourquoi je les ai rejoints. Pour la première fois, moi, comme j'avais évolué dans les télécoms,
j'aimais beaucoup effectivement tout ce qui était super fast moving. Donc dans les télécoms, ce qui se passait dans les pays, il y avait un petit temps de latence et on voyait que ça se déployait. Par exemple, quand moi j'étais en Suède en 2006, il y a eu la 3G. Par contre, elle a pris du temps avant effectivement qu'on commence à avoir de la 3G au Maroc. Je n'oublierai jamais, on est dans le métro et je vois quelqu'un qui parle en langage des signes à quelqu'un d'autre, le téléphone, il y avait une caméra et tout, c'était juste impressionnant. Mais il y avait toujours le petit temps de latence. Je me suis rendu compte qu'avec le ride-hailing, donc avec les VTC, ce qui se passait la veille à Buenos Aires allait affecter Paris au réveil et allait affecter peut-être quelque part un petit peu dans le Far East. Et je me suis dit, DCZ, je dois effectivement aller essayer ça. Et je ne pouvais pas me pardonner de ne pas essayer. C'était pas du tout gagné d'avance. Et donc, je les ai rejoints. Comme on sait, au Maroc, c'est pas encore légiféré, extrêmement difficile. Il fallait effectivement naviguer. Mais c'est là où... Tu as dû vivre des moments vraiment compliqués. J'ai été menacé sur de le mort. terrain. J'ai été menacé de mort 3 fois, très, très sérieusement. Mais Trois fois de vraies menaces de mort. Par qui? Par les chauffeurs de taxi Par des personnes qui n'aimaient pas ce qu'on faisait. Et parce qu'on commençait réellement à avoir un impact. Donc, c'était très positif parce qu'il y avait un impact, mais la seule façon pour eux de démontrer que vous nous dérangez, c'est effectivement de passer à la violence. La violence, ouais. Fast forward, alhamdoulilah, ça c'est, on a un petit peu rétabli l'équilibre ou l'équilibre instable qui était déjà installé là-bas. Et puis après, obviously, il y a le Covid qui vient, mais avant le Covid, il y a Uber qui a décidé de nous racheter. Et donc c'est là où je pense que c'est une boîte basée à Dubaï, Abu Dhabi. Karim, effectivement, elle est basée à Dubaï et elle est dans 13 pays. Donc du Maroc jusqu'au Pakistan, en passant par la Palestine, l'Irak et les autres pays. Et donc, au fait, pourquoi je dis Uber nous a racheté? Déjà, au fait, c'est le plus gros rachat ever. C'est 3 milliards de dollars, 3,1. Wow. Donc, le plus gros rachat ever dans la région. Et donc, le passage par Careem et le rachat par Uber, pourquoi je dis les 2 points? Parce qu'ils m'ont réellement marqué. Le passage par Careem m'a clairement démontré que quand on a un purpose, quand on a quelque chose, on y croit, en fait, ça te permet d'aller au Katqatl. Tu dis, c'est pas grave parce que je l'ai fait pour une mission qui est très, très bien, donc pour un purpose. L'autre avantage du purpose, c'est que tu peux attirer des talents et des gens qui sont aussi animés par cette volonté de vouloir tout, pas détruire, mais de vouloir vraiment avoir un impact et de démontrer qu'on est capable de faire quelque chose. C'est pas juste de venir avoir des salaires et le boss il est content, c'est que réellement on sent. Donc je te dis pas combien de on s'est pris, combien de personnes qui disent vraiment j'avais aucun but dans la vie. D'abord alhamdoulilah شريت طوموبيلتي تزوجت ولدت شريت دار. Et on a l'impression que c'est très difficile, alors qu'en réalité, il y a eu des milliers de personnes qui pas survivaient, mais qui avaient à travers Careem, et c'était juste génial. C'était combien de chauffeurs de taxi, juste par exemple, dans les grandes villes au Maroc? En fait, on appelait ça des captains. Donc on les valorisait. Je pense qu'on a flirté avec les 10 000. Alors que c'est pas légiféré. C'est-à-dire que, Inch'Allah, une fois à l'Itrad, parce que je suis sûr qu'à l'Itrad, ça sera effectivement juste génial. Génial. Et l'autre point, c'est que de pouvoir réussir à convaincre un ennemi qui s'appelait Uber, qui faisait tout dans toutes les opérations et tous les pays de te détruire et de gagner, parce qu'il y avait toujours la notion de winner takes all, alors qu'en réalité, c'est pas toujours le cas. Quand le marché est très profond, là, tu peux avoir 2-3 players et il y a de quoi boire à manger le kulchi. Et d'un coup, en fait, Safi, Shraouna, donc on doit commencer à leur prêter allégeance, ou là, on doit commencer à travailler avec eux. C'était très difficile parce que c'était un choc où Careem était une grande famille, où Kulchi Mkhatl, de lui dire, maintenant, Hadak l'ennemi l'Mkhatl au fait, maintenant, il fait partie de la famille. Donc, c'était de la consolidation. C'était très difficile, mais ça m'a aussi permis une chose, de comprendre qu'en réalité, tout s'est fait de la région, par des gens de la région, pour la région. Et c'est là où il y a eu le très gros déclic, le financement Kane, parce qu'on avait levé à peu près plus d'1 milliard et quelques de dollars, wow. Et principalement de la région. Les talents, juste incroyables, et donc des talents qui venaient des 4 coins du monde, parce qu'ils revenaient
Parce que maintenant, il y avait des startups. Il y a des startups comme Karim, comme Noon et de super grosses. On va en parler du la fraise dans quelques instants. Et je fais le halo effect si je parle de l'Akbar, comme ça on est assimilé à eux. Et le troisième point, en fait, on est capable de venir, de réussir et de devenir un acteur, alors que personne ne te donnait gagnant. Tout le monde te dit, mais non, mais arrête, mais ça va jamais réussir. Et donc là, ça fait, j'ai eu ça. Et je me suis dit, ça fait des CZ. Si l'aventure s'arrête avec Karim, je ne veux faire qu'une seule chose, c'est de lancer une startup qui va avoir 4 critères: être purpose-driven, donc d'avoir une vraie mission, un vrai impact, qu'elle soit dans la tech, que la tech soit qui fasse vraiment partie importante de FEA, que le marché soit très profond. Et l'autre point, c'est qu'on peut internationaliser la chose, ça veut dire on peut aller les autres drapeaux un petit peu partout dans des pays. Donc, c'était mes 4 critères. Mais j'avais pas d'idée. Clairement pas d'idée. Sachant qu'avant d'arriver justement à cette période où tu allais lever des fonds, tu es passé aussi par... c'est exactement ça. Une des raisons pourquoi est-ce que j'ai rejoint le CDG Invest, le fonds 212 Founders, c'est qu'effectivement, je n'avais pas d'idée, mais j'étais aussi... Au fait, j'ai beaucoup valorisé le give back. Quand je me suis retrouvé à la tête de Karim et je gérais plusieurs centaines de millions de dollars, on burnait, on faisait effectivement des croissances du hyperscaling et tout, je me suis senti chanceux et je me suis dit, tiens, s'il y a quelque chose à faire avec des entrepreneurs locaux, pourquoi pas. Donc là, il y a eu 212 Founders, on va dire cette initiative qui commençait à prendre forme. Et donc, très early, j'ai participé avec eux pour être... Quelle année, là Là, on est en train de parler 2019. Ouais, je pense, pré-Covid, je pense 2019. Fin 2018, début 2019. D'ailleurs, on s'était croisés, nous, la première fois sur des jurys de 212. Absolument. Donc, j'avais fait la première cohorte avec eux en tant que jury et mentor, deuxième. Et après, 2021, donc il y a le Covid, on gère difficilement, mais on a réussi à gérer Karim. Puis 2021, je décide effectivement de quitter parce qu'il n'y avait plus de cadre légal, on était un petit peu limité dans notre croissance. Et donc là, je rejoins 212 Founders pour une raison pour 2 raisons. La première, je vais rester connecté avec l'écosystème. Peut-être j'ai une idée. Et la deuxième, c'est de savoir de l'autre côté comment fonctionne un fonds, parce que je savais que j'allais lever des fonds. Donc je me dis, viens, je vais voir comment est-ce que ça se passe de l'autre côté. À toi. C'est oui, absolument. On va dire ça. Et d'apprendre. Et à ce moment-là, une fois je veux lever des fonds, ça ne va être que bénéfique. Donc là, je l'ai rejoint en début 2021, je pense mars-avril 2021. J'ai rejoint, mais avec une condition très très claire. Guys, une fois j'ai une idée que je veux lancer, alors je vais vous le dire à l'avance et je vais sortir. Donc, novembre 2023, j'ai une discussion avec Yacine, qui est à la tête de CDG Invest. Super personne. Ouais, super. Et je lui dis, écoute, voilà, maintenant, j'ai une idée, je veux me lancer. C'est un pari fou, mais ça tick all the boxes pour moi. Et comment est-ce qu'on a eu cette idée ? Avril 2022, oui. Avril 2022, il y a l'Arbi qui m'appelle. Comment tu le connaissais ? Depuis très longtemps. Depuis, un ami de longue date. Un ami de longue date, depuis Avito. Donc, fondateur d'Avito aussi, que vous devez absolument, connaître. Et il était à ce moment-là DG de Jumia. Et il m'appelle et me dit, écoute, j'ai une idée, je voudrais avoir ton avis. Toi, une vision fond. Est-ce que c'est VC fundable ? Donc, on se retrouve... Qu'un VC puisse financer. Absolument. Lui qui n'avait pas forcément levé des fonds, donc il se dit tiens, je veux avoir une vue fonds et fonds local. Et à ce moment-là, 212 Founders était le fonds qui était un peu plus actif. Avito, c'était totalement bootstrap, c'est-à-dire totalement financé sur sa croissance. Avito est une filiale d'un grand groupe norvégien qui s'appelle Schibsted. C'est eux qui ont le Bon Coin, c'est eux qui ont pas mal de sites comme ça, des sites d'annonces. Et lui, il était employee number 1, c'est lui qui l'a lancé. Donc, c'était le closest he can get pour lancer une structure, mais financé par un groupe interne.
D'ailleurs, c'était un petit peu le cas pour moi. Calim, pour moi, c'était une start-up, mais qui était financée par la maison mère. Mais en réalité, à part, on va dire. Tu n'avais jamais besoin de lever des fonds, finalement. Ah, si. Non, parce on devait non seulement convaincre. Non, mais toi, personnellement. Non, mais on devait. En fait, c'est comme si on levait des fonds, parce qu'on devait convaincre le board, on devait effectivement vendre une story, essayer de continuer à avoir des fonds pour continuer l'aventure. Donc, il vient, je me rappelle très bien, avril 2022, Ramadan, on se pose dans un café Fdarbouza où il y avait des tables, des chaises, et c'était, je pense, 4 heures de l'après-midi. Il y avait des tables, chaises, khawin. On a squatté littéralement parce que Ramadan, couché saïm, donc il n'y avait pas de café. Galsin, on a commencé à discuter, commencé à me dire, voilà, écoute, moi, j'ai une idée. Tawa, il a grandi. Parce que c'est ça, comment lui, il a eu l'idée. Tawa, effectivement, il a grandi où ils avaient pas mal de terres, et donc Tawa, ils avaient plein de pommiers et autres, et à chaque fois, ils avaient toujours la problématique de pouvoir vendre, et ils vendaient à perte, parce que quand ils jouent Shinaka, qui jouent les personnes, les intermédiaires, et à chaque fois, ils les exploitaient. Et puis après lui, il a pris un bout de terrain. Et il s'est dit, tiens, je vais lancer une production là-bas, je vais نزرع شي حاجة وبهذاك الفلوس وداك الربح غادي نبني ma maison de campagne avec effectivement à Slimane. Donc lui, il a parti très carré, viens, je vais faire un BP, je vais faire les trucs. Parce que lui, il est computer scientist de base, il a monté des startups, il a pris un consultant, il a commencé à analyser le sol et tout. All in all, on retourne ça dans tous les sens, il peut pas gagner plus que 30 000 dirhams par hectare. Donc, attends, mais hey, what's wrong? Il se rend compte qu'avec tout le travail qui est fait, le travail d'exploitation... Ou carré, ou Excel, ou tableau croisé dynamique, donc, il se dit, mais c'est pas possible. Là, je vais commencer à voir les autres flaha. Mais ils se rendent compte que c'est non seulement un problème qui est extrêmement profond au Maroc, mais que c'est un problème qui est aussi emerging market. Donc, tout l'hémisphère sud du monde souffre de ça. On a des smallholder farmers, des personnes qui n'ont pas plus de 2-3 hectares. Et la majorité des food la majorité des fresh produce, donc des fruits et légumes, sont consommés dans le traditionnel. C'est pas dans les Carrefour et les Costco et les Walmart du monde. Et donc, c'est un moule crossa, c'est moule pisserie, c'est le khdar. Et donc, là, il a commencé à approcher quelques fondateurs worldwide. Et pendant ce process-là, il se dit, tiens, pour valider aussi Ada, je vais parler avec Youssef. Au bout d'une demi-heure, on était co-founder. Donc, c'était une des rares décisions où je me suis engagé sans même négocier avec ma femme, sans même l'informer. Pas parce que non seulement ça a tické all the boxes. Purpose, il est très clair. Tu peux améliorer la vie des flaha et des khtara. Tu peux effectivement améliorer toute la partie freshness. Mais pourquoi ce sujet en particulier de toi? Moi, parce que déjà, de par ma famille, je sais comment le marché de gros il est structuré. Et je sais que quand on parle de marché traditionnel en général, il y a très peu de disruption fait. On parle de la même chose, l'irada, et c'est un marché, je sais, qui était profond. On n'avait pas encore les chiffres d'Axahat, mais on savait que on sait que le Maghreb a toujours été bled dial flaha, donc que ça représentait 15-20% de notre PIB, et que voilà, forcément, il y a quelque chose à faire. Donc là, on commence à faire notre homework. Donc, à travailler soir et week-end, aller parler mal flaha, parler mal khdara, mchou le marché le gros, leur dire bonjour, donc l'histoire qu'on leur a dit, je veux lancer un restaurant, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à nous croire. Two things that don't scale, first. Bien sûr. Et une des choses qui m'a choqué, c'est que le marché le gros, en fait, ça m'a rappelé 30 ans en arrière, mais littéralement, c'est-à-dire que et je sais finir place le plata, finir matécha, finir le sbas, finir le khair, parce que c'était exactement ce que j'avais vécu pendant des années et tu es marqué au fer rouge, tu l'oublies pas. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé que ce qui a changé, c'est que les gens ont des smartphones, mais la technologie a évolué, mais voilà, mais c'était toujours la même chose, toujours très très archaïque, très et donc on s'est dit DCZ, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, on commence réellement à bosser dessus et on commence à se dire quel est le challenge? Est-ce que c'est un challenge opérationnel? Est-ce que c'est un challenge tech? Est-ce que c'est du pricing? Est-ce que c'est de la qualité? Et donc là, on commence à parler aussi avec beaucoup de fondateurs, littéralement du Brésil, Mexique, jusqu'en Indonésie, en passant par des pays aussi, par des pays en Afrique, que ce soit le Kenya, Nigeria et autres.
Et on se rend compte que c'est un problème qui est mondial. L'hémisphère sud, Kamel. On se rend compte que la majorité des startups se sont lancées avant le fundraising winter, donc avant qu'il y ait un arrêt presque total des levées de fonds. Donc on parle de 2021-2022. Et que la majorité, ils se sont lancés. Ils étaient toujours à la course de la top line, course GMV, top line. Parce top line GMV, pour ceux qui nous écoutent. C'est les revenus. Les revenus, parce que la majorité des fonds d'investissement vont prendre ton chiffre d'affaires, vont le multiplier par un facteur qui a plusieurs 5 et 10, ADA. Peu importe. Et tu vas être valorisé à temps. Donc, au moins, ils s'en foutaient. Est-ce qu'ils vont être profitables ou autres? Parce que le fous moujoula. Quand ça s'est arrêté, c'est là où je pense que tu es familier. Tout le monde parle de path to profitability, c'est-à-dire tu es profitable. Et là, la majorité des startups n'ont jamais connu ça. Parce que si tu fais ta course à la levée de fonds, peut-être ta valorisation va exploser, mais ton EBITDA, il va toujours être négatif. Toujours négatif. Ta rentabilité, et personne ne regardait. Et d'ailleurs, même les fonds poussaient les fondateurs à ne pas regarder la profitabilité. Il y a vraiment ces deux chemins, hyper growth et profitability. Post-2021, début 2022, ne me parle plus de hyper growth. C'est pour ça qu'on a eu des tours de levée de fonds qui ont été en down round. Parce que celui qui était valorisé maintenant à 100, il était obligé de relever parce qu'il a besoin d'argent, il n'est pas profitable, mais il a levé à 50, à 40, à des conditions qui sont peut-être moins bien. Beaucoup plus drastiques, exactement. Donc on s'est dit, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire quelque chose qui va être scalable et qui va être dans un marché profond, mais avec une logique d'atteindre une profitabilité à une date bien claire. Après, et on voit que les marchés financiers, on a du financement. Fine, on va effectivement continuer à croître et pousser la profitabilité. On doit pouvoir réduire la levée de fonds, là on va pas avoir les bonnes conditions. À ce moment-là, on va effectivement aller beaucoup plus vers la profitabilité qu'on a construit et au moins ne pas mettre la boîte en péril. Dalo Garant, vous êtes propriétaire, vous avez un bien et vous voulez faire un geste patriote. Mettez votre bien sur Allo Garant pour permettre à des étudiants marocains qui arrivent en France de pouvoir se loger. Ce serait super cool de faire ça. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est dans ce super studio de podcast et je les remercie énormément. Inscrivez-vous sur leur plateforme et mettez votre bien sur leur plateforme. Merci beaucoup. On retourne au podcast. Donc, on réussit à lever ce que j'appelle les Friends, Family and Fools, donc les Love Money, donc des personnes qui nous ont fait confiance au début. Et on se lance. Donc, avril 2023, on lance. Première livraison. Donc, quand tu dis qu'on se lance concrètement, c'est quoi aujourd'hui à l'époque, c'était quoi Yola Fresh à la première livraison en termes de process, en termes de technologie, en termes de... En fait, Yola Fresh, c'est comme tu l'as dit. Nous, ce qu'on fait, c'est que en moins de 24 heures. Ça veut dire ce qu'on a livré ce matin. Alors, ça a été cueilli, récolté hier, après le fajr, avec cette qui et qui commence à récolter. On les met dans des caisses, et après ça vient les centres de distribution les villes et on les livre l'Khdara. Ces mêmes Khdara nous ont passé commande au plus tard à minuit, c'est-à-dire plus tard minuit de l'barh, ماشي minuit de l'barh, à minuit de l'barh هو le cut-off time, et on livre entre 7h et 9h du matin. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des Khdara qui nous passent commande à 11h30 du soir, qu'on livre le lendemain à 7h, 7h30. Et on s'est créé la proposition de valeur de la fraîche maintenant, parce qu'elle sera amenée à évoluer, mais maintenant, c'est que quand j'ai un flah, quand on a un prix qui est plus avantageux que le prix marché. Et je peux même te payer... Tu augmentes ses marges. Je peux le payer tout de suite au pick-up, donc à la livraison, ou là, je le paye aller au plus tard le lendemain. Alors qu'en temps normal, quand on a des intermédiaires, des chennaqa, des hada, et parfois qui me mais il ne revient jamais, ou qui khsar li dakshi, ou là, huwa qui dit tiens, tu sais quoi, ana ghadi njni, ou ghanmshi ana le marché. Mais qui dans le marché, il ne sait pas, il va y avoir 150 camions, ou là, 10 camions. Il ne sait pas s'il va vendre. Hyper aléatoire, absolument. Ou là, effectivement, ghadi mshi, ghadi jni gher shi haja, alors qu'il aurait pu jni plus. Parce qu'en fait, il n'a aucune visibilité à la demande. Il y a la supply qui n'est pas du tout connectée à la demande. Et donc, on fait ça.
Et Attends, en juste, réalité, excuse-moi, ouais. parce que le marché, ok, il est énorme, mais ces intermédiaires, ils sont toujours là. Comment est-ce qu'ils vous voient, vous, en tant qu'acteurs qui viennent récupérer leur marché? En fait, on est des concurrents. Un marché qui est tout à fait légal, tout à fait ada, littéralement, c'est pas ça. On s'est dit oui, on va se faire des ennemis, mais en réalité, c'est ce qui est en train de pousser. En fait, quand tu as competition, c'est ce qui est en train de pousser à l'excellence et ça rehausse le marché. Et donc là, on se rend compte qu'on est capable d'acheter le flah et qu'on est capable de vendre un khtar. Mais bien sûr, maintenant, on parle, ça fait 2 ans qu'on opère. Mais au tout début, comment est-ce qu'on va faire? Quel est le secret de la réussite? C'est d'avoir de la demande. راه انت دابا فلوسك في جيبك تمشي tu peux acheter une semi-remorque de tomates من Agadir حتى واحد ما غيقول لك لا. Par contre, فين غتبيعها؟ Et tu sais que tu as 24-48 heures sinon ça fait le produit مشى. Périssable. Et donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Viens, on va construire d'abord la demand, عاد ندوزو la supply. Donc on a acheté des caisses de produits ومشينا كندورو في السواقات هنا à Casa. Et c'était Sidi Marouf notre première bataille. مشينا وحطينا الهوندا فيها صنادق كنعيطوا للناس وي كنعيطوا للناس اجيو تشوفوا حنا راه كنديروا هذا الشيء بشحال هو عاد قدام المارشي دونك il connaît بشحال شرا دونك moi je lui donnais exactement le même prix باش شاري هو sauf que واصله عنده il a pas allé au marché il a pas allé au marché sorted and graded ça veut dire منقيه ما فيها لا خامج لا هذا. Et il passe pas 3 heures parce que pour être là et pour ouvrir à 8h30 l'étalage diallo il est obligé de partir à 5h du matin et يمشي يدوز في كل بلاصه بلاصه البطاطا بلاصه البصله بلاصه المطيشه بلاصه خيزو. Ça prend beaucoup de temps. Il n'a pas de quoi négocier parce qu'à la base il prend une ou deux caisses c'est déjà le minimum order quantity donc il n'a pas réellement un vrai leverage de négociation. Il n'est pas équipé logistiquement. La majorité doivent louer Honda ou le triporteur mais le marché. Et il y a une chose qu'on a vu, c'est qu'en fait, une fois un akhtar ou un grossiste, une caisse de tomates, la transaction vanished. Personne ne l'enregistre. Pas de traçabilité. Pas de traçabilité. Mais on n'a pas d'historique. C'est-à-dire que chaque jour, every day is a new day. Il n'y a pas d'historique. Je dis, c'est pas possible. L'historique, la data a de la valeur. Et donc, nous, la proposition de valeur d'Yel Khdar, on leur dit passe-nous la commande avant minuit. Comment il la passe? Passe-nous la commande avant minuit. Et moi, je te livre entre 7h et 9h. Je te livre produit, qu'il four qu'il taht. Donc, il n'y a pas des jolies pièces, le four et le taht, un petit peu khamish. Le même prix que le marché. Donc, en landed cost, c'est moins que ce que lui, ça lui coûtait. Parce que quand lui, il partait au marché, il sortait du marché qui est le mahal, il est à moins 250 dirhams. Mais il est à moins 250. Et la dernière chose, en fait, je crée une relation avec toi et tu as un compte et je connais un petit peu ton profil. Donc, l'idée, c'est qu'il passe la commande d'une façon digitale. C'est-à-dire, il l'application et Radib Deidir. Mais on s'est dit, le marché, tu veux prendre une caisse de tomates ou là, une caisse de pommes de terre pour être précis. En fait, le poids, il varie entre 28 et 34. Et tu as des produits qui sortent et la couche le va être détériorée. Donc très très rapidement on s'est dit on va standardiser. Donc une caisse de pommes de terre chez Yola Fresh c'est 30 kilos. Une caisse de carottes c'est 25, une caisse d'oignons c'est 23, une caisse de ngel c'est 14. Même si elle fait un peu plus ou... Là c'est toujours calibré. Toujours pareil. Et donc premier constat c'est que on doit leur vendre à de la proposition de valeur et ils doivent nous croire parce que c'est un marché où Comment tu gères l'informel dans ce genre de marché? En fait, même qui مشيو تما حتى الا تقول بوشي نهار le lendemain il peut pas revenir واش نقع عليه يقول ليه non ما كل حنا ولاد اليوم زعما صافي البارح داز اليوم is a new day. Et donc fallait effectivement on s'est dit rapidement que trust is key. من الاول il doit effectivement nous faire confiance. Donc, il faut construire de la relation de confiance. Qui est quoi? Quand tu vas me passer commande, je vais te livrer à temps, te livrer cela, Liberty ou Tsamal Ndian. Donc là, on va, et j'oublierai jamais Abou Ryan, qui est notre premier client. Somehow, on l'a convaincu. Donc, je beau chef, des jeunes, bon, des jeunes, pas très jeunes, mais on n'est pas le profil d'El Ashab Marchi.
qui جيبونا هداس العزوينه tiens je vais commencer avec eux. Donc premier jour ils nous passent commande, on le livre. Deuxième jour on le livre, troisième jour on le livre, et à chaque fois qu'ils nous passaient commande, ils nous appelaient à 5h du matin. Allô, je غتجيو اليوم. Il avait pas encore la confiance à 100%. Genre il est ما غتجيوش قولها لي نطلع tout de suite. Donc on livre le première fois, deuxième fois, troisième fois. Il fallait donner واحد l'effet, on n'est pas juste une seule équipe اللي مقاتلين على 10 صنادق. On est une société, on a كلشي. Donc fallait donner cette impression. Un beau jour, notre premier partenaire logistique ما جابناش le camion pour faire la livraison, خسر ليه. Donc nous on avait quoi? On avait peut-être une quinzaine de caisses à livrer. خسر ليه, donc il nous ramène un super gros méga 14 tonnes. Un truc اللي غادي يهز لك allez 350 caisses. قال لي écoute, je suis désolé, هذاك الكاميون الصغير ستافيت خسرات ليا. باش ما تبقاوش واحلين, je vous donne هذا, c'est de livrer به. Donc on ramène, on met les caisses et on vient et on se pointe في داك السويقه اللي فيها plusieurs هذا et on commence à livrer. Alors قلنا واو, vous avez sorti l'artillerie lourde 14 tonnes. قال شوف راه هذه اخر كوموند. En fait, c'était la seule commande. ما كدبناش عليه, c'était la seule commande. Donc là les décisions, هذه c'est la seule commande اللي عندنا. Et somehow il y a le FOMO, le fear of missing out, qui a commencé à s'installer chez les gens autour d'eux. Qui يشوفونا كلنا نهار كنجيو بالجيلي, on livre, يحطوا. Et on avait Snadr Boyd. Déjà, Snadr Boyd était quelque chose de complètement osé, d'utiliser des caisses blanches pour des produits. La pomme de terre, elle n'est pas lavée. Donc, ça va se voir. Ça va se voir, effectivement. Mais somehow, le produit est ressorti, alhamdoulilah, mzien. On commence à livrer, ça se passait très bien. Un beau jour, ils ne nous donnent pas la commande. Est-ce qu'on livre à temps? Oui. Est-ce qu'on ramène le produit de bonne qualité? Taman mzien, taman هو هذاك. Ou مالك, littéralement. قلت لا. Au fait, bientôt غتقلبوني. Donc je préfère arrêter قبل ما تقلبوني. Je dis mais c'est pas possible non. قلت لنا هادشي ما يمكنش, هادشي راه too good to be true. هادشي راه زوين, ولكن عرفتي شنو, قبل ما القضيه ما تبقاش مزيانه, je vais arrêter. Et donc c'est là où on a réalisé que en fait, il faut constamment être là et deliver on the value proposition. Si on leur promet quelque chose, il faut être là. Bien sûr, on n'a pas une usine, donc ماشي la pomme de terre كتخرج دائما de la même taille et tout. Donc on a rapidement utilisé des réflexes de e-commerce, de pouvoir avoir des compensations, de pouvoir en fait ما عجبتكش نبدلها لك, des choses qui n'existent pas sur le marché pour effectivement juste continuer à créer cette demande. Parce que là, donc dans tout ce qu'on se dit, il y a quand même beaucoup d'opérationnel, beaucoup de terrain. Énormément. Comment tu fais pour être scalable à terme, si tu veux? Énormément. Et donc effectivement, quand on s'est dit qui est Yola Fresh, en fait, on est une boîte où on n'est pas une boîte tech per se, on est data driven. Ça veut dire que moi, la tech, en réalité, que ça soit de la tech que tu fais toi-même ou là que tu achètes ou là autre, l'essentiel, c'est d'avoir de la data pour pouvoir prendre des décisions. Parce que, comme je te disais, il fallait d'abord créer de la demand. Une fois que tu crées de la demand, tu peux à ce moment-là commencer à utiliser des forecasts. Donc, tu sais que voilà, la semaine prochaine, par jour, je consomme de produits. Donc, si moi, je consomme du 4 tonnes par jour de pommes de terre, je suis capable de me faire une écoute, je te prends 10 tonnes et je lui donne de la visibilité. Chose qui n'existe pas réellement dans le traditionnel. Personne ne lui donne de la visibilité. Donc, je commence à lui donner de la visibilité. Je commence à monter. Là, pour l'instant, on a dépassé les 90% des produits qu'on vend. Ils sont directement approvisionnés. Et donc, c'est des forecasts. On prend cela avant même de l'avoir vendu, parce qu'on a des forecasts. Et donc, bien sûr, il y a ça réduit le risque d'invendu. Ça réduit le risque d'invendu, ça augmente la freshness. Et c'est là où on commence réellement à déployer la proposition de valeur d'El Yola Fresh pour le flah et pour le retailer. Donc, pour répondre à ta question, oui, on s'est rendu compte que l'innovation de Yola Fresh, c'est une innovation dans l'excellence opérationnelle. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, acheter un flah, un béro, tout le monde le fait depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de différent. Par contre, on est le seul acteur. Donc, il y a déjà beaucoup moins d'acteurs. La marge qui existe, on la redistribue. Il y a une partie qui est un flah, une partie qui est de retailer.
Mais tu cuts les intermédiaires complètement. avec toi qui prends une marge forcément dessus. Bien sûr, mais cette marge-là, c'est pas la marge, c'est pas la somme des marges qui existent entre le Khorein. Là, on prend Eux un petit peu moins, plus et on va gagner indépendamment plus. que ce qu'ils auraient gagné avant. Visibilité. Ils ont un partenaire qui est tout le temps là, les Khadra. Et d'ailleurs, on a des Khadara. Pour l'instant, en fait, on dépasse les 1200 tonnes par mois. Wow. Donc, c'est 1 200 000 kilos qu'on vend par mois. Sachant que c'est rien par rapport à vos ambitions. C'est rien par rapport au marché local, là, ça que par rapport aux ambitions. Et deuxièmement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de Khadara et plein de Malin Karars qui, dans leur tête, sont dans un business éphémère. Ça fait 15 ans qu'il y a un Dokrosa, mais dans sa tête, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et alors que répertorié par le ministère de l'Intérieur, il y en avait plus de 100 000. Donc, Kainin, ils sont là. En fait, on s'est rendu compte rapidement, quand Houma, ils ont commencé à nous faire confiance. Parce que là, il va s'engager sur 4 000, 5 000, 6 000 dirhams. It's fine, parce qu'il sait que derrière, j'ai un fournisseur qui s'appelle Yola Fresh qui va me ramener cela tous les jours. Et de toute façon, moi, j'ai ma clientèle, fait le Houma, fait le quartier. Donc, je sais que les gens, ils vont voir que donc je suis beaucoup plus stable. Et donc, on a énormément de personnes, alhamdoulilah, qui sont passées d'une certaine précarité de Krosa à avoir un mahal. Et alors, finalement, c'est un peu la même mission, enfin, c'est un peu la même logique que tu avais avec Karem avant. C'est pas la même, mais c'est le même, je veux dire, c'est le même cours. C'est de se dire, en fait, on est en train d'améliorer la vie de nos concitoyens, que ce soit le retailer ou là, que ce soit le farmer. Et donc là, alhamdoulilah, en fait, on est que sur Kazan. Donc, on vient de lancer une deuxième ville. Ok, laquelle on vient de lancer Rabat. Et par contre, on a 7 centres de collecte. Ça veut dire on est dans 7 bassins de production dans le Maghreb Kamel. Donc, on sait que le Bsla, c'est principalement Nawahi Dial Hajab, Ifran et tout. Donc, on est présent là-bas. On sait que Agadir, c'est tout ce qui est, d'abord quand il fait froid, c'est tout ce qui est tomates, concombres, ce qu'on appelle le maraîchage. On sait que la pomme de terre, elle est dans Ouladzi Anada. Ce qui est juste magnifique, c'est qu'on commence à découvrir notre pays aussi. Parce qu'on on a le meilleur bureau du monde. Tu savais ça, tout ça avant ? Écoute, non. Non. Mais on est maintenant, je sais la différence entre les produits. Je sais qu'en avril, puis après, les deux, une autre. Et on a le meilleur bureau du monde qui sont les champs. Quand on descend, c'est juste magnifique. Mais derrière, effectivement, il y a toute une armée pour pouvoir deliver on time, préparer et être constamment là. Parce que la confiance peut se perdre extrêmement rapidement. Et comment vous faites pour les conserver ? Parce que demain, il y a un switch possible avec d'autres acteurs qui pourront rentrer. Est-ce que vous signez des choses avec eux ou c'est de l'informel ? Non. En fait, la barrière à l'entrée, elle est ou extrêmement infime ou là très très élevée. Quelqu'un qui va venir et qui va prendre Honda, qui va faire notre travail, alors c'est possible. Mais premièrement, il ne va acheter que le marché. Et la marge, elle existe même le fermier, le marché. Mais le marché, le retailer, la marge, elle m'a pas très bien walou. Donc, il ne pourra pas sustain ce business juste en allant faire le coursier, acheter du marché et venir. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est qu'en réalité, quand toi, tu es un retailer et tu signes, ou là, tu passes commande daïman à Wahed Seed, le jour où lui, il est malade, that's it, tu n'as plus rien. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dire, écoute, tu t'aimes ma sharika, ma Wahed. D'ailleurs, quand on a commencé à leur donner la facture, je sais, ça peut être mal perçu, mais je le dis quand même, il y a des gens, ils étaient fiers d'avoir leur nom, mais que tu offres une facture. Parce que quand tu parles de pizzeria, c'est des gars qui sont visités par Coca, par Unilever, par P&G, par Dala, par tous les produits. Donc, ils sont habitués à avoir des factures de fournisseurs et tout. Mais jamais Khadara, bien sûr que non. Il n'a jamais eu ni beau ni quoi que ce soit. Donc, quand on a une facture, l'équipe est coulchi. D'abord, si on sort et on a un bug technologique et on n'arrive pas à imprimer les factures, ils refusent. Là, attendez une facture à dire. Et c'est juste génial effectivement de voir que les gars ont réussi effectivement cette conduite au changement, parce qu'en réalité, on est un acteur. La mission ou la conduite au changement, elle est juste extrêmement grande. Que ça soit mal flah ou que ce soit mal khattar. On est en train éduquer aussi. Bien sûr. Donc, qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent, marhaba. Mais c'est dans le moyen et long terme où si tu n'es pas capable de remonter à toute la filiale et de pouvoir aller
t'approvisionner directement dans le flah. Mais le flah, ما يهدرش معك parce que c'est en dizaines, en centaines de tonnes. Sinon, ما يهدرش معك. Et donc, c'est un business où il va falloir créer un scale et créer les canaux et créer une gouvernance qui est au centime près. On est un business de réel. Ouais. Mais du coup, il y a la partie logistique où vous aussi, à travers la technologie, vous l'optimisez. Oui. Il y a la partie technologie, traçabilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que vous pouvez aller encore plus fort dans la manière dont vous optimisez cette... Bien sûr, parce que maintenant, en fait, je te donne quelques exemples et c'est quelques cas concrets. Maintenant, on est capable de savoir que dans cette rue, un profil type de khadar doit prendre le nombre de produits. Donc, il va prendre pommes de terre, tomates, aubergines, carottes. Mais si on a quelques khadars qui prennent des produits naqsin nachi, c'est pas logique. Donc, on doit essayer de comprendre. Donc, quand on a ces informations-là, on target encore plus à des personnes. On dit, guys, alors, normalement, dans cette région-là, alors que tu n'as pas rajouté le petit pois, tu n'as pas rajouté l'orange à jus, des choses comme ça. Et donc, c'est là où on est beaucoup plus pertinent et c'est grâce à la tech. Donc, la tech, mais grâce principalement à tous les algos de forecast et du post-processing de la data. Maintenant, on a de la data, elle est là. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Tu peux effectivement la maltraiter jusqu'à ce qu'elle commence à parler et te donner des recommandations. Et les recommandations, c'est un petit peu comme en fait, quand tu es très très sharp, tu sais que tu vas aller précisément et tu sais que ça va réussir parce que tu pars avec un biais positif, tu as déjà de la data et c'est ce qui fait toute la différence. Et avec le flaha, pardon, juste pour continuer, parce qu'on est toujours sur les deux, c'est que le flaha de leur dire, écoute, dans ta région-là, كلشي داير الخيار. Come on. دير الفلفله دير الدنجال انا ناخذ من عندك. Et regarde historiquement fin de la saison dernière, voilà combien de marge كاين. Tu peux effectivement te lancer et n'aie pas peur, انا غناخذ من عندك. Donc quand on commence aussi à avoir de la recommandation, c'est juste génial. Maintenant, fast forward, où est-ce qu'on veut aller? Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe on se développe في المغرب كامل, c'est le but inchallah, de pouvoir effectivement être là, de faire l'expansion internationale, de pouvoir aller ouvrir. Ça ne veut pas dire on va exporter cela, c'est qu'on va aller ouvrir un Yola Fresh dans un autre pays parce qu'on s'est rendu compte que les pays en Afrique qu'on a visités, c'est des pays qui ont la même problématique. Mais le marché est tellement énorme. Tu commences par quoi? Comment tu fais pour attaquer des pays qui sont huge? Qui sont huge. En fait, l'Afrique francophone, pour Hida, c'est 100 milliards de dollars par an. Wow. Le Maroc, c'est 6 milliards de dollars par an. C'est pas petit. Donc, moi, quand j'étais en VC et on cherchait effectivement des problématiques profondes, à chaque fois, on se disait, le Maroc n'est pas un marché très profond. Un Maroc est un marché qui est parfait pour tester, pour stabiliser, et après, il va falloir faire ton expansion internationale pour aller scaler. Alors qu'au Maroc, quand on parle de produits frais, c'est un marché qui est extrêmement profond. Donc, on s'est rapidement décidé avec l'Arabie qu'on ne va pas faire la stratégie Uber ou la Jumia ou la Carim d'aller planter des drapeaux très rapidement un peu partout parce que ça nécessite des centaines de millions de dollars. C'est très, 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 très capital intensive. Alors qu'en réalité, on peut venir stabiliser le Maroc. Et ça veut dire de prendre une ville, de démontrer qu'on peut devenir profitable et de repliquer ça sur les autres villes. Et donc là, quand tu veux lancer d'autres pays, it's fine, tu as déjà ton proof of concept que c'est possible d'être profitable. T'as ton modèle qui marche. Donc là, tu fais Casa, tu as fait Rabat. C'est quoi les prochaines villes au Maroc? En fait, il y a Casa, Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech, c'est même les plus grandes. Et en termes de pays que tu comptes Pays, il y a plein de pays qui sont juste géniaux. Il y a le Nigeria, il y a le Kenya, il y a l'Égypte, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Irak. The sky is the limit. Et c'est ça ce qui est juste incroyable, c'est que on a très très rapidement décidé qu'on n'allait pas s'arrêter en réussissant juste au Maroc. On a envie effectivement de révolutionner cette supply chain et avoir un superbe impact. Donc il y a des startups dans le monde qui ont levé 300-400 millions de dollars, que ce soit en Inde ou que ce soit dans un pays de l'Amérique latine. Way Cool en Inde aussi, absolument. Où on est parti, on a passé un mois en Inde, Arbi et moi, pendant l'Eid Kibir. Il faut savoir que l'Eid Kibir, les gens, il n'y a plus de légumes.
Donc on s'est dit, bah, en fait, on va dire, c'est un congé forcé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en fait, on va partir là-bas. Donc on est parti un mois en 2023. Où ça? Je pense en Inde. Où Donc, ça, en on a Inde? fait New Delhi, on a fait Chennai, on a fait Bangalore. Et on est parti voir des scale-up là-bas. Donc Waycool, Ninjakart. On a aussi parlé avec Al-Fallaha Dialhom, on est parti avec les retailers, on est parti voir le plus gros marché de gros au monde. Et l'histoire, c'est de se dire, bah, c'est quoi le grand scale? C'est quoi les milliers de tonnes par jour? C'est quoi là? Et c'était juste, c'est une chance incroyable d'aller et de voir ça. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Parce que j'ai vu que quand tu construis quelque chose de solide et robuste, il peut scaler. Et il peut effectivement sustain des volumes qui sont beaucoup plus importants. Et donc, il ne faut jamais construire pour faire 100 tonnes, il faut construire pour faire 10 000 tonnes. Alors qu'au début, 10 000 tonnes, mais ça te paraît tellement loin, tu dis, mais absolument pas. Et ce qui a changé vraiment dans notre perspective, c'est de se dire, on se design, on fait des choses dans le scale juste pour prouver rapidement. Dès que c'est prouvé, il va falloir mettre des process et avoir un playbook qui va pouvoir nous amener vers les 10 000, vers les 30 000, 50 000 tonnes. Deuxième chose, c'est la partie profitabilité. C'est que dès le départ, on doit être capable de pouvoir suivre toute le business et connaître ligne par ligne. Et d'ailleurs, pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand on voulait lever et dans la répartition des rôles, moi, je m'occupe des levées de fonds. Et quand j'ai commencé à pitcher avec presque tous les fonds du monde, ils nous disent, mais guys, vous avez un discours de série B, série C, alors que vous êtes en seed. C'est pas possible. C'est comme si la série Young Sheldon, c'est que tu as un corps d'un petit gosse, mais en réalité, en fait, tu es déjà au college. Et c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on se disait, que dès le départ, on va construire quelque chose qui est dans l'air du temps. Ça veut dire on va scaler. Ouais, mais tu dois think big dès le seed. Think big dès le seed, mais think big, pas forcément top line, think big sur Coolshi, en incluant de se dire j'ai un clear path to profitability, je suis capable de devenir profitable parce que dans la majorité des startups dans le monde qui opèrent comme nous, il n'y en a aucune qui est profitable. Et Scoop, on a toutes nos chances d'être la première startup dans le monde qui pourrait être profitable. LH? Déjà, pourquoi vous et pas les autres? En fait, les autres, comme je t'ai dit, ils sont nés dans un monde où l'argent n'était pas du tout un problème. Tu demandais 10, on te donnait 50. Et écoute, quand c'est sous stéroïdes, c'est très très beau. Mais quand ça s'arrête, c'est easy up, easy down. Deuxièmement, c'est effectivement de pouvoir, dès le départ, avoir une gouvernance financière, une gouvernance de process qui fait que tu réduis les leakages. Et tu réduis un petit peu les canines et les fuites que tu as. On s'est rendu compte que la majorité des big startups, on va en prendre que 10 qui ont levé plus de 50 millions. En fait, quand on leur a parlé et on leur dit voilà comment nous on gère notre business versus comment eux ils gèrent le business, je peux dire que they are not designed for success. Ok. C'est-à-dire le monde a changé. Sachant que vous avez, je t'en parlais tout à l'heure, vous avez d'autres lignes potentielles de revenus qui sont celles de produits financiers. Vous avez ajouté une layer fintech Pas que. Si on vient et si on prend effectivement ce qui se passe entre le fallah et le khaddar, en réalité, il y a une grosse partie qui s'appelle le pre-harvest. Ça veut dire yallah, tu vas choisir qu'est-ce que tu vas avoir comme récolte. Et tu commences à faire des seeds jusqu'à ce que le produit qui oujde. Donc là, pour l'instant, il y a la fraîche. On intervient quand le produit il est presque prêt à être consommé. Donc, il y a cette partie de pre-harvest qui, elle-même, peut avoir de l'advisory. On peut avoir du consulting pour le fallah. On s'est rendu compte que la majorité de fallah utilisent ce qu'ils appellent le milha, l'azote, les fertilisants et les intrants. Mais ils les utilisent comme ce que leurs parents et grands-parents utilisaient, les engrais. Il y a encore beaucoup de il y a une vraie problématique, il y a une vraie pénurie d'eau et donc même la quantité de fertilisants et d'engrais que tu mets, elle doit prendre en considération la température et tout. Donc il y a ça.
Il y a une grosse partie du working capital, donc de la partie BFR, de trésor, parce que Huawei, il a des cycles de 4 à 6 mois, mais il doit bien financer et ce qui est le bota qui est connecté la pompe de l'eau, s'il va mettre du goutte à goutte, les engrais, tout ça, ça coûte alors qu'il a encore zéro. Donc, il est obligé de se financer lui-même pour effectivement faire ça. L'autre point, le troisième point, c'était effectivement de l'aider à choisir quel type d'engrais et quel type de... Donc, all in all, il y a un vrai volet sur la partie advisory qui pourrait être là. L'autre partie, qui est chez le Khaddar lui-même, qui est en réalité, nous, 80% du business se fait avec des gens qui achètent de chez nous entre 3 et 5 fois par semaine. Il y a du recurring. Entre 3 et 5 fois par semaine. Et on a 66% du business qui se fait avec des gens qui achètent tous les jours. Il n'y a aucun business qu'on a connu où il y a effectivement cette relation quotidienne. On a fait du ride-hailing, on a fait du food delivery, on a fait du tradi. Il n'y a jamais eu autant de fréquences. Donc, à un moment, tu peux commencer à scorer ces gens-là. Et c'est quelqu'un qui va à Radishri, donc, en réalité, si tu lui permets un petit peu, au lieu d'acheter que pour 1000 dirhams, s'il a 200 dirhams de plus, il peut rajouter un autre produit. Il peut rajouter des oranges. Il peut rajouter le kharchouf. Il peut rajouter des choses. Parce qu'il n'est pas limité par juste son capital. Donc, il y a quelque chose aussi, effectivement, à faire. Et le Graal, c'est de digitaliser tout ça et que effectivement tout se fait en wallet, pas besoin d'être du cash parce que le cash est still king dans ce business et que effectivement tout se fait en wallet. Là, ça serait juste l'apothéose. C'est que voilà, tout se fait d'une façon électronique. Magnifique. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. On va terminer dans quelques minutes. Merci beaucoup, Youssef. Je trouve ça juste génial parce que tu résous un problème qui est vraiment énorme. Peut-être avant de terminer, qu'est-ce qu'on souhaite à Yola Fresh dans 5 ans? La digitalisation, comme tu disais, du coup. Oui, qu'on soit encore là. Parce que, encore une fois, il y a un très, très gros pourcentage de startups qui fail. Et il y en a même qui ont levé des centaines de millions et qui ont failé. Donc, le succès actuel ne veut pas dire qu'il y aura un succès continu tant qu'on ne gagne pas d'argent. Le jour où on sera en EBITDA positif, où là, on sera profitable, à ce moment-là, on devient maître de notre propre... Mais là, vous fonctionnez aussi sur les levées de fonds. Sur les levées de fonds. Donc, effectivement, pour nous, ce qu'on souhaite, c'est que Yola Fresh, déjà, Mazala Keina. Donc, c'est un bon signe comme quoi, là, on reste effectivement, on fait quelque chose de bien. Deuxièmement, c'est d'être dans plusieurs autres pays. Parce que l'idée pour nous, c'est aussi de mettre un peu plus de spotlight sur les Marocains. Et on n'a pas du tout... on n'a pas peur aussi d'avoir ce costume de VRP, de costume d'ambassadeur, de pouvoir représenter le Maroc, que ce soit avec des fonds d'investissement. Il y a en fait sur le tour de table, il y a un fonds marocain que tu as cité, donc Almada Venture. Il y a quelques Friends and Family, mais la majorité, c'est des fonds internationaux. Et c'est des gens qui n'ont jamais mis au Maroc. Donc, on a Algebra Ventures, c'était leur première... Quel pays? Huma, ils sont MENA, mais basés en Égypte. On a FMO, qui est la banque de développement agricole Dutch, donc hollandaise. On a Django Capital, qui est basé à Paris. On a E3 Capital, qui est basé au Kenya. C'est des gens qui n'ont jamais mis au Maroc et qui nous ont fait confiance. Alhamdoulilah, vous allez bientôt entendre qu'il y a d'autres startups qui ont signé avec ces fonds-là. On leur a donné un petit peu faim et donc c'est génial. Et l'idée pour nous, c'est que non seulement on ramène ces fonds, mais aussi qu'on puisse nous-mêmes aller s'exporter et lancer Yola Fresh dans d'autres pays. Donc c'est ce qu'on a, Inch'Allah. Et puis, pourquoi pas une réussite financière pour tous ces acteurs-là, parce que c'est un give-back qui pourrait être incroyable. C'est génial. Tu l'as mentionné un tout petit peu, mais peut-être avant vraiment de finir, ton point de vue aujourd'hui sur ce qui se passe au Maroc en termes de développement de l'écosystème. Toi, tu l'as vu, tu étais à 212. This is the time to be. C'est vraiment, comme en bourse, à chaque fois, en fait, il y a des all-time high. On est en train juste de uncover un écosystème qui est de plus en plus grand, de plus en plus impactant. On est en train de vraiment to witness, on est en train d'être témoin d'un vrai point d'inflexion. Et donc, le point d'inflexion, c'est
l'entrepreneuriat ne fait plus peur. Avant, c'était ouais, il va lancer sa start-up. Alors que d'abord, je veux le faire, même si j'ai d'autres propositions, je veux le faire. Même, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'année dernière, il y a eu même la création d'une bourse de vie, c'est-à-dire à travers le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation du... transition numérique, la digitalisation... Ministère de la Transformation numérique. Oui. En fait, il a créé une bourse de vie où il peut donner à des personnes qui étaient salariées jusqu'à 70% de leur salaire capé à 40 000 dirhams. Ça veut dire que il faut arrêter de se dire que les start-upers ou l'ADA, c'est des personnes qui vont à la Zuckerberg et compagnie dans leur garage des parents en Californie. La majorité des entrepreneurs qui réussissent, c'est des personnes qui ont 10-15 ans d'expérience, qui ont vécu une problématique, qui ont une certaine expertise managériale, qui ont du leadership, qui ont résolu des problèmes, qui se sont cassés les dents. Et donc, il faut effectivement avoir cette expérience. Une personne comme ça, elle a déjà une famille, des enfants, et donc elle ne veut pas forcément lâcher une certaine sécurité pour pouvoir se lancer. Et donc, cette bourse de vie, ce que moi j'appelle MVS, Minimum Viable Salary, ça veut dire que c'est un salaire qui va te permettre, il y a le MVP, le Minimum Viable Product, mais là c'est le MVS pour les entrepreneurs, de se dire au moins je peux garder food on the table et je peux effectivement avoir une petite stabilité au sein de ma petite famille et de pouvoir me lancer. Donc il y a ça, il y a beaucoup de fonds et d'aides, et que ce soit en amorçage ou là en pré-incubation. Mais ce qui est en train d'arriver avec l'initiative Fonds Mohamed VI, CDG et le ministère de la Transition numérique, avec l'initiative il y aura presque 500 millions de dollars. Énorme. 500 millions de dollars qui va venir au Maroc à travers des acteurs, des fonds locaux, mais aussi des fonds internationaux qui veulent venir s'implanter au Maroc et de pouvoir. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. L'argent ne sera pas un problème. Les talents, on commence à avoir de plus en plus de talents qui osent venir aussi travailler dans des startups, parce que avant ils se disaient Neri, c'est douteux, alors ils peuvent effectivement franchir, alors que non, on commence à avoir de plus en plus de jeunes qui décident, même des sorties d'école, de se lancer dans des startups en tant que salariés. C'est aussi, ça commence, on le voit, on est presque 200 et quelques personnes, donc on a du mal bien sûr à recruter des talents, mais c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Et le point vraiment pour finir, c'est qu'il y a un écosystème, il y a une bienveillance au Maroc. Je le sens à énormément. Travers plein d'entrepreneurs, de startups qui sont déjà lancés il y a 2, 3, 4 ans, où dès qu'on voit quelqu'un, et dès que quelqu'un lève le doigt, il a besoin d'aide, on est là, avec toute modestie, je fais partie de cet écosystème, on est là, venez, vous voulez quelque chose, demandez-nous. On est sur LinkedIn, on est là. Et c'est juste génial. Et j'ai vu des écosystèmes, que ce soit en Égypte, que ce soit en France. Je reviens du Caire où on avait une superbe délégation. On est parti avec Endeavor. Et j'ai vu aussi un autre investisseur qui est là-bas. C'est incroyable. Eux, ils ont quelques années d'avance. Mais on va dire le phénomène marocain, c'est qu'on commence un peu en retard. Et donc là, franchement, il y a une niaque et on a le momentum. Il faut foncer. Alhamdoulilah, le futur, je le vois hyper bright, Inch'Allah. Super optimiste. Dernière question, parce que je pose toujours cette question à mes invités avant de terminer. À ton avis, quelle est la personne que je dois inviter dans mon podcast dans le prochain épisode ? Je vais utiliser un joker et je vais te donner une liste. Comme ça, je ne fais pas de impair, de jaloux. Non, il y a encore plein de personnes. Et c'est ça ce qui est génial, c'est que tabarakallah, on a des personnes qui ont et une expertise multinationale, une expertise. Il y a des gens qui n'ont fait que de la start-up. Il y a des gens aussi qui viennent de la finance. Il y a des gens qui ont été en Europe et qui ont décidé de revenir au Maroc à travers. La diaspora est incroyable. Et ils rentrent au Maroc pour lancer une aventure et pas pour rentrer chercher juste un travail et un job. Donc je te donnerai une liste, promis. Mais voilà, il y a encore plein de monde pour ton podcast. Donc même toi, tu as une runway Inch'Allah de fondateurs à inviter qui est presque infinie. En tout cas, merci beaucoup Youssef. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Si vous écoutez sur YouTube et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis commentez, likez si ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup Youssef, j'ai adoré. Merci Mehdi. Et puis, merci. Bon courage. Top. Allez, bye.